Ras de Soupente, la station des Rapins, 100 fois 100 lois et 100 courbettes, l'émission à Racaille du 22 mai 2023. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, comme on dit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, enfin, ça se dit le vif du sujet, qui pour le coup est notre visite à Orsay pour une exposition consacrée aux pastels de Millet et de Gars. Et je dois dire que c'est quelque chose de fantastique, enfin c'est pas le terme, c'est sublime, voilà, on est vraiment ébloui par une technique, une délicatesse, c'est une technique qui n'est pas une technique de bourrin, hein. Il faut avoir la main légère, il faut avoir l'œil perçant, et pas baver sur son travail, voilà, le pastel c'est très fragile, c'est même étonnant que des artistes aient pu à ce point être passionnés par cette technique, qui est vraiment une technique qui, moi, me fait peur en tout cas. Voilà, il faut vraiment... D'ailleurs, ma camarade va vous expliquer tout ça, donc je ferme le robinet de mon blabla. Non, mais c'est intéressant. J'ai écouté un petit peu comment la commissaire d'exposition a présenté son travail. Donc, le musée d'Orsay a une immense collection. Elle a 500 pastels dans ses collections qu'elle a récupérés lors de la fermeture du musée du Luxembourg. C'était des pastels qui étaient après au musée du Louvre. Et quand le musée d'Orsay a ouvert, en fait, ces pastels sont arrivés au musée d'Orsay sur la période du milieu du 19e. Et il y a eu également des dons importants de plusieurs familles de pastellistes. Voilà. Et en fait, donc là, elle présente 95 pastels. Et la dernière exposition de pastels remontait à 2009 au musée d'Orsay. Et en fait, donc dans son choix, il a fallu qu'elle tienne compte aussi de la fragilité, parce que c'est un médium qui est très très fragile, qui peut s'abîmer avec le temps, qu'il faut transporter toujours bien à plat, il faut faire des Marie-Louise un peu en hauteur, il faut que le verre ne touche pas le pigment. Enfin voilà, c'est très compliqué d'exposer des pastels. Normalement, les pastels ne peuvent pas être exposés plus de 3 mois après. Il faut qu'ils se reposent pratiquement 3 ans. Et donc là, en fait, dans cette exposition, ça va être un petit peu l'histoire du pastel au 19e siècle. C'est-à-dire que le pastel est une technique graphique à part entière. C'est ce qu'on a découvert dans cette exposition, que vraiment il avait toute sa place pour tenir la route et nous apporter vraiment une joie sans pareille sur des œuvres. Une sorte d'éblouissement. Exactement. Et que le pastel, en fait, avait été très triomphant, cette technique, au XVIIIe siècle. Il y avait plusieurs pastellistes comme Rosalba Carriera, Maurice Quentin de la Tour ou Chardin, qui étaient qualifiés de peintres au pastel, et qu'après, il y avait eu une période, il y avait une renaissance, en fait, au milieu du XIXe siècle. Et que le pastel a tout d'abord été choisi pour faire des portraits de familles bourgeoises, que, en fait, effectivement, sa légèreté permettait de représenter la carnation de la peau, la douceur de la peau. Et dans cette exposition, ce qu'on va voir, donc, ça commence par des boîtes de pastel, justement, pour qu'on voit qu'est-ce qu'un pastel. En fait, donc un pastel, c'est quoi? En fait, c'est un bâton. C'est un bâton qui est composé à 90% de pigments qui sont amalgamés avec un liant. Donc un liant qui peut être du kaolin, qui peut être, je sais pas, il y a différents liants qui permettent de faire en sorte mais c'est pas, si vous voulez, c'est pas de la colle. Voilà, c'est ce qui explique la fragilité du pastel, même du bâton. Parce qu'il faut manipuler aussi le bâton aussi délicatement qu'on manipule le pastel, enfin le sujet, quoi. Voilà. Et en fait, après, il y a différentes manières aussi d'appliquer le pastel, justement. Donc, on peut passer par, il y a une technique d'estompe. Je ne sais pas si tu veux expliquer ce que c'est. L'estompe, l'estompage, ça se fait à l'aide de petits bâtonnets de papier enroulé, gris. Voilà, il y a aussi toute une gamme de tailles. Et parce que là, il y avait des choses tellement délicates qu'impossible à faire avec ces bâtons de pastel, mais c'est à l'aide de ces estompes qu'on peut, si vous voulez, donner de la lumière au pastel en effaçant avec des traits d'estompe, etc., en effaçant la couleur. On peut aussi, si vous voulez, délicatement étaler le pigment
Voilà, c'est pour lui donner ce côté doux, ce côté pour faire des volumes, etc. Voilà, c'est sans estompe le pastel. Et je vois pas très bien comment il pourrait être aussi magnifique que ce que l'on a pu regarder à Orsay. Ouais, puis il y a aussi des techniques où on fait des hachures, où on fait des zigzags. Oui, mais ça, oui, avec le pastel lui-même, oui. Voilà. Et apparemment, Berthe Morisot, elle l'employait mouillé. Degas, lui, l'employait, il faisait des savons, un peu des savons de pastel. Et d'ailleurs, cette commissaire parle presque de prédécesseur au pastel gras, tellement il concentrait son matériau, et que Degas utilisait aussi, lui, de l'eau bouillante et il vaporisait le pastel pour avoir des flous spéciaux. On peut l'utiliser aussi avec une brosse. Et donc, toi, tu me disais que le pastel gras était venu après. Donc, oui, le pastel gras, c'est, en tout cas, de ce que je sais, c'est Picasso qui a demandé, en France en tout cas, qui a demandé à Sennelier de lui fabriquer un pastel gras pour pouvoir peindre au pastel. Voilà. Mais probablement que le pastel gras a des origines beaucoup plus anciennes, mais je n'en sais pas plus en tout cas. En France, l'apparition du pastel gras en France au XXe siècle, grâce à Picasso, qui était un artiste qui expérimentait tout ce qui lui tombait sous la main. Ouais. Et là, donc, dans cette exposition, c'est du pastel sec. Et en fait, l'avantage de ce pastel sec, c'était de pouvoir être transporté aussi facilement, parce que c'était aussi quelque chose de propre qui permettait d'aller sur le motif quand on a fait du paysage. Après le portrait, on est passé au paysage, donc on pouvait le transporter très facilement. Et par exemple, Millet a beaucoup travaillé au pastel, c'est ce qu'on a découvert dans cette exposition, et ce sont ses mécènes qui lui ont demandé principalement de faire du pastel plutôt que de la peinture. Voilà. Et si vous voulez, pour moi, Degas est éblouissant, mais je préfère 1 million de fois les pastels de Millet, quoi, parce que Millet, il est plus attaché au terrien, alors que Degas, quoique Degas, il avait quand même un penchant pour les ouvrières, pour les blanchisseuses, pour les repasseuses, pour tous ces petits métiers que les femmes exerçaient dans le Paris du 19e siècle, quoi. Et il y avait là, à Orsay, il y avait un pastel d'une repasseuse, mais vraiment, quand vous tombez sur les genoux, quoi. Moi, j'ai évité parce que ça fait mal, mais bon, j'aurais pu. Voilà. Et donc aussi à propos de pastel, on parle de la fleur du pastel, qui est la couche de pigment qui affleure. Voilà. Et après, quand on dit que le pastel est fragile, c'est qu'il est aussi très sensible aux vibrations, justement. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il n'a pas de... Enfin, on travaille le pastel surtout sur des papiers, grossièrement, des papiers qui sont un peu comme de la toile émerie ou comme du papier... comment on appelle ça, une chose pour gratter, là, voilà. Mais enfin, c'est très très fin, mais pour accrocher justement le pastel, parce que si on travaille sur un papier complètement lisse, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer du pastel sur un papier lisse que sur un papier grenu. Ouais. Et justement, après, je vais justement lire un article, parce que j'ai cherché des traités de pastel, et je me suis aperçue que sur Gallica, il y avait plusieurs pastellistes qui avaient écrit sur le côté très technique du pastel. Et donc là, j'ai trouvé un extrait qui s'appelle Le pastel simplifié et perfectionné. C'est Frédéric Auguste Antoine Goupil, qui était peintre graveur, qui est 1817-1878, donc pile dans cette période qui nous intéresse, et donc qui va raconter, qui va théoriser comment on utilise le pastel. Enfin, il y a 66 pages, donc je vais bien sûr pas tout lire, mais il parle déjà du papier, il parle des couleurs, il parle des mélanges, enfin comment travailler les couleurs l'une avec l'autre, comment travailler si on fait du portrait, du paysage, enfin c'est très détaillé. Et en fait, je me suis aperçue qu'il existait plusieurs 3-4 traités comme ça de cette époque-là en ligne sur Gallica, quoi. Oui, c'est très, très curieux, ça existe dans aucune autre discipline picturale, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Le pastel, vous avez des boîtes de pastel pour le portrait, qui sont différentes des boîtes de pastel pour le paysage, et différentes des boîtes de pastel pour les marines. Voilà, c'est très très particulier.
on n'a pas les mêmes pastels pour peindre un visage que pour peindre un paysage que pour peindre une marée. Ah ouais. Et apparemment, il y a des collaborations assez étroites justement entre les artistes et les fabricants de pastels quand ça a été ce renouveau du pastel au milieu du 19e siècle. Entre autres, une fabrique qui s'appelle Henri Rocher qui a repris donc ce travail. Après, il y a une apparition aussi de pigments chimiques qui a démultiplié donc le nuancier des pastels. Et ça, c'est plutôt vers 1914, et qu'on a aussi de plus en plus travaillé sur la durabilité. Donc Sennelier a été aussi a été un fabricant de pastels qui a travaillé là-dessus. Et puis on a travaillé aussi sur la diversité, justement, on a parlé de la diversité des supports, donc comme tu parles du papier. Et voilà, donc je vais lire l'extrait de ce livre, Le pastel simplifié et perfectionné. Donc je vais lire juste une ou deux pages. Donc, note des objets indispensables pour faire le pastel. Une boîte de pastel tendre assortie, une demi-boîte de pastel demi-dur, du papier teinté de différentes couleurs, du papier pumicif ou tout autre couvert de sable fin, une peau de velin préparée, des estompes en papier gris, des crayons noirs et rouges comptés numéro 3 sanguine, de la sauce noire, un paquet de fusain, un couteau grattoir. Des fonds subjectiles et du papier qu'on doit préférer pour faire du pastel. Le papier dont on se sert pour le pastel doit avoir un grain pelucheux, car le crayon pastel ne saurait prendre sur un papier uni, encore moins sur un papier glacé. Il est facile de s'assurer de la bonté du papier qu'on veut employer. Pour cela, il faut étendre dessus un ton vigoureux et frotter légèrement avec le doigt. Puis mettre par-dessus un ton plus clair. Si ce dernier conserve sa couleur malgré la vigueur de celui qui d'abord a été mis dessous, cela prouve que le papier ainsi essayé est convenable pour l'usage auquel on le destine. Cependant, le meilleur de tous les papiers est celui qu'on appelle papier pumicif. Sur sa couche de sable fin, de sciure de bois, de liège ou de ponce, le pastel prend mieux que sur aucun autre. Les teintes n'y perdent rien de leur fraîcheur, ni de leur légèreté. On peut le charger de couleurs sans nul inconvénient dans les parties où le dessin veut être empâté. La touche y reste ferme et vigoureuse. Enfin, on peut y revenir autant qu'on le désire, sans crainte de le voir se graisser et refuser de prendre le crayon. Quelques personnes travaillent le pastel sur du papier bleuâtre ou gris, préparé sans colle, d'autres sur du vélin, du taffetas, de la toile ou du papier blanc. Le papier bleu ou gris ardoisé prend très bien le pastel, on le tend sur un châssis ou stirator. Pour cela, on délaie une assiette avec une cuillerée d'eau froide, une petite cuillerée de poudre à cheveux ou de farine. On fait chauffer en remuant le mélange. Quand il a pris 2 ou 3 bouillons, la colle est faite. On l'applique sur les bords extérieurs du châssis avec une brosse. On applique une toile dessus, la repliant vers les bords sur la colle. On y cloue quelques pointes. On étend de même un peu de colle sur les bords de la toile. Et après avoir mouillé par derrière le papier bleu ou gris, on l'applique à son tour, comme pour le lavis. Il se tend bientôt en séchant et on peut s'en servir, la toile servant ainsi de soutien au papier. Le papier gris ou bleuâtre est généralement un peu raboteux et convient à des ouvrages traités hardiment et qui ne seraient pas faits pour être vus de trop près. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais voilà, il y a 66 pages comme ça qui détaillent absolument tout, quoi. Donc voilà, c'est une première partie qui est un peu technique, mais justement, c'était intéressant de découvrir toute cette technique pour cette exposition, donc qui commence par un magnifique pastel de Millet qui représente un énorme bouquet de marguerites. Et cette commissaire d'exposition a choisi cette œuvre-là justement par ce côté lumineux. Et en fond, derrière ce bouquet de marguerites, il y a le visage de sa fille qui s'appelle justement Marguerite aussi, quoi. Mignonne quand la lune éclaire la plaine, au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient briller dans le ciel bleu.
As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Mignon, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. As-tu parfois sous la ramure, à l'heure où chantent les épis, écouter leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis? Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chanter parmi la moisson blonde les doux refrains d'un pur amour? Mignon, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Les blés d'or, Fabienne Thibault. Pour illustrer surtout le travail de Millet. Voilà, Millet effectivement avec ceux qui commence cette exposition avec ce magnifique bouquet de marguerites. Et la toute première salle est quand même une salle qui est dédiée donc à la tradition du pastel sur le portrait. Donc là, il y a quand même quelques belles œuvres aussi. Hein. Il y a une petite fille au chien blanc de Louise Brélo. Il y a Marie Bakirsteff qui a fait un très beau pastel d'une femme, une belle femme brune dans un manteau avec un col de fourrure. On s'est gouré pour la possibilité. Donc c'était aussi l'occasion de découvrir des artistes dont on ne connaissait absolument pas l'existence, hein, comme Karl Benewitz von Löffen, qui a fait un magnifique portrait d'Yvette Guilbert. Justement, on connaît les portraits de Toulouse-Lautrec. Là, elle est un petit peu différente, elle est beaucoup plus douce, elle est les bras croisés, bon, elle a toujours ses gants noirs, c'est une belle robe verte, elle a quelque chose de très tendre en fait, ouais. C'est plus du tout la chanteuse de cabaret. Quoi. Non, c'est pas la caricature, c'est vraiment elle, ça, parce que avec Lautrec, faut toujours avoir en tête qu'il transformait un peu quand même ses modèles, il avait un style, donc... Tandis que là, elle est comme une photographie en couleur, quoi, presque. Ouais, moi, ces portraits, bon, je ne suis pas fan des portraits d'une manière générale, mais là, il y en a justement quelques-uns qui nous ont vraiment marqué, comme cette belle femme, j'ai oublié qui était l'artiste, une femme qui est de profil, là, qui a une très belle, qui est habillée tout en noir, qui a un chapeau, qui a une cambrure. Et, la ligne de la cambrure est extraordinaire. Ouais. Et à côté de cette femme en cambrée, je veux dire la chose comme ça, il y avait un portrait d'une veuve, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance de Stendhal avec ses fusains, mais là c'est pas Stendhal, je sais plus qui c'est qui a peint ce pastel. Alors j'ai beaucoup aimé parce que c'est bien une veuve, alors, elle est sur un fond noir pratiquement, elle-même est noire,
Et il y a une partie de l'œuvre qui est juste hachurée avec des traits de pastel noir, et on voit le fond du papier. Il y a quelque chose là-dedans de très sensible, et en même temps, oui, c'est vraiment une veuve, quoi. Voilà, on peut pas en douter. Ouais, ouais. Et donc après, dans la seconde salle, donc là on va passer à plusieurs œuvres de Millet où justement l'usage du pastel va s'étendre à tous les genres, donc va dépasser le cadre du portrait. Et là, Millet va nous représenter la vie rurale. Il y aura d'autres artistes qui vont représenter les Bretonnes, la vie maritime justement aussi. Et là, c'est pareil, il y a aussi de très belles œuvres. Il y a Giovanni Segantini. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tableau. C'est un pastel et fusain. C'est le dernier labeur du jour, qu'on appelle aussi porteur de fagots. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était un peu fantastique, un peu mystérieux, parce qu'en fait, ça reste presque monochrome. Et en fait, c'est monochrome. Voilà, ces porteurs de fagots sont presque comme des arbres qui bougent. Enfin, je pense qu'on pourrait partir dans toute une parce qu'il y a un homme en premier plan. Et dans le fond, il y a une femme aussi qui porte la même charge de fagot. Et oui, c'est assez fantastique. On pourrait dire que ce sont c'est la nature qui se balade, quoi. Enfin, oui, parce qu'ils se confondent presque avec leur charge de fagot, quoi. Voilà. C'est des fagots sur pattes. Voilà. Il y a une baratteuse donc de Millet aussi. Moi, j'adore. Ouais. La femme dont tu parlais tout à l'heure, j'ai retrouvé, c'est Jacques-Émile Blanche. Voilà, c'est des noms qui à l'époque étaient quand même connus, quoi. Non, mais de toute façon, leur travail est tellement superbe que bon, voilà, c'est peut-être le nom. Bon, c'est pas très important. C'est le travail qui est important aussi. Voilà, ils ont laissé des témoignages de leur passion qui sont assez extraordinaire. Ouais. Et donc il y avait une salle qui était aussi consacrée à l'essence de la nature. Et donc ce qui est important, oui, dans le pastel, c'est que comme on pouvait facilement le transporter, c'était idéal pour transcrire des changements atmosphériques et les effets de la lumière assez rapidement. Et donc ce paysage au pastel, au début du XIXe siècle, c'est Elisabeth Vigée-Lebrun qui dit avoir réalisé environ 200 paysages au pastel, quoi. Et Delacroix a fait aussi des pochades de ciel au pastel. Eugène Boudin, que Corot appelait le roi des ciels, se placera aussi dans ce sillage-là, quoi. Voilà. Mais pour eux, au départ, c'était pas forcément des œuvres qui étaient vouées à être utilisées, quoi. C'était plutôt des choses qui pouvaient les aider après à faire des peintures ou des pochades, quoi. Voilà. Enfin, les pochades de Delacroix, bon, vous m'avez compris, quoi. Ou de Vigée-Lebrun, même, parce que bon, c'est une nana, c'est pas n'importe laquelle. Ouais. Alors il y a un pastel que j'ai beaucoup aimé d'André de Vambès qui s'appelle Procession au crépuscule. C'est un achat assez récent du musée d'Orsay. Alors André de Vambès, on a vu son travail il n'y a pas très longtemps justement. Et c'est le deuxième achat du musée d'Orsay. Le premier était la charge, ce magnifique tableau. Là, c'était une peinture où on voit justement je sais pas si tu te souviens, c'était un grand format avec une charge de policiers, avec les gens aux terrasses à côté qui couraient. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans Paris, à la fin des manifs, à la place de la Bastille ou à la Nation. Voilà, ça existait déjà au 19e siècle. Et là, cette procession au crépuscule, c'est une œuvre de 1902, je la trouve absolument magnifique, quoi. Dans sa composition, au premier plan, il y a des troncs d'arbres qui sont très très lumineux dans les jaunes, orange, vert. Et puis sur la droite, on voit cette procession avec des petites lumières. En fait, ça doit être peut-être les bougies que tiennent les processionnaires. Là, ils sont avec ils avancent en file indienne. Au fond, il y a une maison avec aussi quelques lumières. Et il y a ce paysage. Et vraiment, il y a quelque chose de très intense dans ce tableau. Je suis toujours complètement bluffé par les peintures de nuit. Voilà, je trouve que c'est le sommet de la technique. J'avais un copain qui faisait des illustrations en anglais et il excellait dans les illustrations de nuit. Moi, je suis incapable de faire un truc de nuit. Voilà. Et naturellement, il y a une grande place qui est faite à Edgar Degas, que ce soit avec ses danseuses. Moi,
c'est pas ce que nous préférons forcément, Non, toutes non. ces danseuses, peut-être parce qu'on les a déjà pas mal vues, mais c'est plus effectivement ces femmes au travail, cette repasseuse ou blanchisseuse là. Ou ces femmes qui se font leur toilette. Elles sont absolument Ah oui, sublimes. là, c'est vraiment d'une beauté, mais alors, ouais. Parce que le corps de la femme, c'est pas forcément des corps qui sont... enfin, en tout cas, c'est pas des anorexiques, hein, comme aujourd'hui les modèles le sont dans la haute couture. C'est des femmes qui ont des corps de femmes, enfin, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'est un corps de femme, voilà, épanoui, avec des rondeurs, avec une espèce de douceur, de mollesse, là, voilà. C'est vraiment... Alors, il y a des dos de femmes, c'est vraiment superbe. Et des femmes accroupies, des femmes qui, sur leur... enfin, là, vous savez, cette espèce de bassine, là, ça a un nom, ce chose. Ouais. Quand elles font leur toilette, Ouais, c'est ça. Elles sont toilette. assises sur le bord du lit, elles ont une longue chevelure un peu rousse, et il y a des parties oranges, des tissus oranges, moi que j'ai beaucoup aimé justement dans ces pastels. C'est pas souvent qu'on peut voir du orange, et Degas en a mis quand même à plusieurs endroits. Et il a une série alors, qui est complètement différente, où les femmes là sont beaucoup plus, le rendu est beaucoup plus brutal parce que c'est du bleu, du noir, et on n'est plus du tout dans cette douceur de l'intimité de la chambre. Oui, tout à fait. Mais en même temps, même si c'est traité d'une manière plus sombre, c'est toujours quand même la femme. Voilà, et c'est une époque, je crois, le 19e siècle, où ils avaient une espèce d'amour du corps des femmes qui n'est plus tout à fait ça aujourd'hui. Voilà. Parce que pour traduire, si vous voulez, en pastel ou en peinture, des corps de femmes comme Degas pouvait le faire, c'est quand même un travail qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est le summum, si vous voulez, à travers l'histoire de l'art. Je crois qu'ils sont arrivés là, avec Degas est arrivé avec ses pastels, à un point qui n'avait jamais été atteint et qui ne sera probablement plus jamais atteint. Voilà. C'est vraiment le summum de la nudité, voilà, à regarder, mais comme un objet d'art. Voilà, il y a ça ne provoque aucun désir charnel, ni rien de toutes ces choses. Non, on est fasciné par la beauté du trait, la beauté des modelés, des lumières, des ombres, etc. sur un corps de femme. Voilà. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rendra l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison.
supplice, vieux et tremblants. Ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as d'Héliogabal, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart. C'était Fille d'ouvrier. Michel, je crois que c'est Michel Bernard, hein, c'est ça. Et en dernière partie, en fait, on voudra la consacrer à deux pastellistes. Alors un qu'on connaît qui s'appelle Odilon Redon, et un qu'on a découvert qui s'appelle Lucien Lévy-Durmer. Ouais. Voilà, et donc ce sont des parties que la commissaire d'exposition a appelées Arcadie et à mes chimères, où là on est plus, bon avec Odilon Redon, hein, on sait c'est plus un peintre symboliste, et donc on va être dans des portraits. Alors qui est ce Lévy-Durmer? Donc lui, il a commencé une carrière artistique en tant que céramiste, et donc sa pratique du pastel n'a pas été connue jusqu'à la fin du 19e pratiquement. Savoir que lui, ses dates sont 1865-1953. Donc quand même presque un siècle. voilà. Et Non, 85. ouais. Et c'est sa technique de pastelliste a éclaté, a été découverte quand il y a une exposition qui lui a été dédiée à la galerie Georges Petit à Paris. Donc lui, il a une grande maîtrise du dessin, hein, il fait des belles lignes, des contours très nets, il utilise l'estompe, et d'ailleurs ceux qui ont en mémoire l'affiche de cette exposition, c'est ce portrait de jeune fille à la médaille, cette femme à la médaille, c'est son œuvre, c'est lui qui l'a fait. Donc il utilise des traits de pastel qui peuvent être imperceptibles de loin, il fait ses figures, enfin voilà. Donc c'est une découverte, et justement il y en a une œuvre qui est plus tardive qui s'appelle La Calanque. Moi j'ai moins aimé. Bon, la commissaire dit que quand elle était petite, elle avait déjà admiré cette œuvre-là, à tel point qu'elle avait perdu ses parents dans son parcours d'exposition, qui est en blanc et bleu justement, qui représente une calanque marseillaise. Oui, si on connaît le sud profond et les calanques marseillaises et toutes les calanques de la Méditerranée, de Marseille à Menton, eh bien, oui, vraiment, c'est traduit d'une manière superbe, quoi. Ouais. Donc il a fait aussi dans cette exposition, il y a une méduse, et je crois qu'il y a une sorcière. Alors moi c'est pas forcément ce que j'ai préféré, hein, le travail de Durmer. Le travail de Redon, alors Redon c'est 1840-1916, ça m'a vraiment plus interpellé, notamment justement ce pastel de jeune fille avec un bonnet bleu, où on a un bleu intense qui vraiment explose dans toute la salle, hein. On ne voit que ça dans toute la salle. Et Redon justement lui utilisait plutôt des techniques mixtes. Il avait commencé en fait avant à travailler le noir, jusqu'à ce qu'il découvre qu'avec le pastel, on pouvait complètement élargir sa façon de travailler. Et lui il travaille sans fixatif apparemment, ce qui peut altérer aussi à la longue la couleur et aplatir la fleur des pigments. Voilà. Et il y a une œuvre que j'ai vraiment beaucoup aimée qui s'appelle Le Char d'Apollon, une œuvre de 1910, où là c'est pareil, on a ces quatre chevaux qui sont dans un ciel, mais un ciel qui passe du bleu, vert, blanc, gris, avec de l'orangé. Et il y a une finesse, c'est la finesse de son dessin en fait que j'ai vraiment aimé. Et son univers à Redon est un peu, comme c'est un symboliste, effectivement on est un peu dans une espèce de fantasmagorie aussi. C'est ce que j'aime pas chez lui. Ouais, mais là justement, moi ça m'a les œuvres qui étaient présentées m'ont vraiment plu. Je comprends tout à fait qu'on puisse l'aimer comme tu l'aimes, à la folie. Hein, la folie, c'est beaucoup dire. Quoique, bon, quand même.
Et donc il y avait donc cette œuvre-là, il y avait un Bouddha aussi qui était une belle œuvre, mais justement je pense par le graphisme, le contour de l'arbre, du ciel, enfin ouais, tout ça, ça m'a marqué. Il y a une coquille et puis donc cette jeune fille au bonnet bleu qui est vraiment absolument magnifique. Il y avait un Parsifal aussi là qui est différent, qui est beaucoup plus dans les tons sombres, quoi. Enfin, voilà, pour dire que cette exposition pastel est vraiment à découvrir. C'est vrai que les gens se sont tous rués sur Degas Manet. Nous, au début, on hésitait à voir des millions, je dis des millions. On ne savait pas quelle exposition on allait voir. Bon, quand on a vu la queue à Degas Manet, on s'est dit c'est pas la peine. La queue, la bousculade. Non, mais c'était... Comment les gens peuvent voir une œuvre comme... Ils étaient tassés comme... Il y avait 15 métros là dans la salle où il y avait... Non, mais c'est assez hallucinant. Voilà, en tout cas, il faut foncer voir ces pastels, quoi. Oui, ça, aucun doute. Orsay, ça pue du cul, mais pour des expos comme ça, oui, ça vaut le coup de se déplacer. Voilà. Alors, allez-y peut-être tôt le matin ou tard le soir, mais il y a des... Je sais pas, ça doit être pareil le matin à l'ouverture et le soir à la fin. Oh, je sais pas le mardi, parce que le mardi, le Louvre est fermé, il y a beaucoup plus de monde au musée d'Orsay. Mais bon, nous, l'erreur, c'était que c'était le pont de l'Ascension et on n'a pas du tout... on a minimisé l'affluence. On est pas religieux, hein, des trucs, et qu'on ne bosse plus. Voilà, enfin, que ma camarade ne bosse plus. Moi, ça fait des... C'était un extrait de Casse-Noisette, la valse des fleurs de Tchaïkovski. Suivi des expos, un petit rappel pour vos neurones fatigués. Les ateliers de Juliette Planck, alors c'est toute l'année, c'est à Rochefort-sur-Mer, donc réservez vos billets de train, voilà, puis un petit pécule parce que ça, y a des frais, voilà. Mais enfin, Juliette Planck, c'est une graveuse, une maître graveur impressionnante, et vous apprendrez vraiment ce que c'est et ce que coûte la gravure. L'écologie du regard au musée de l'architecture jusqu'au 29 mai, donc ça se termine. Non-lieu à la fondation du Buffet jusqu'au 7 juillet. Germaine Richier jusqu'au 11 juin. C'est Germaine Richier, c'est à Pompidou.
Mais Pompidou, je crois pas, ça ferme. Non, ça ferme l'année prochaine, bon à 2025, je crois, ou 2024. Jeanne Malivelle, jusqu'au 1er juillet. Où ça? À la bibliothèque Fornay. Ah bah oui, c'est vrai. Très belle exposition. Oui, S'il très faut en belle. choisir une, pour l'instant, c'est peut-être celle-ci. Oui, bon. Pastel de Millet et Redon jusqu'au 2 juillet, c'est à Orsay. Cette horreur d'Orsay. Manet de Gars, c'est toujours à Orsay, mais alors je ne vous conseille pas parce que c'est jusqu'au 23 juillet. Mais si vous aimez la foule, bon, allez-y, hein, pourquoi pas. Mais si vous n'aimez pas la foule, si vous êtes agoraphobe ou je sais pas, des trucs comme ça, n'y allez pas. Sarah Bernard au Petit Palais, c'est toujours Sarah Bernard. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Non, ça vient. Bon, ça a commencé il y a 2 semaines, donc c'est Donc d'actualité encore. aussi une recommandation, parce que pour découvrir la Sarah Bernard que personne ne connaissait, c'est-à-dire celle qui sculpte, qui modèle et qui peint. Et croyez-moi que c'est une découverte magnifique. Nicole Ekman à Gravelines, on doit y aller théoriquement, à Pointe-et-Burin, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous hein Là, c'est ma copine Clo-Clo, et Clo-Clo, c'est 100%. Ouais, mais Clo-Clo, faut pas donner des mauvaises idées. 100% confiance à Clo-Clo, quoi. Ouais, d'accord. Grabados d'hier et d'aujourd'hui, alors là, c'est à la Fondation Taylor, avec nos copains graveurs, Alice Amoroso, une grande graveuse, c'est très jeune, on dirait qu'elle est encore à la communale. Elle n'est pas son travail. Hein. Mais pas son travail. Non, son travail a une maturité incroyable. Ouais, à la Fondation Taylor, donc du 25 mai au 1er juin, il y aura aussi Raoul Viloula. Ouais, puis un hommage à Goya et à José Hernandez. Moi, on fait souvent des hommages à Goya et machin truc. Là. Mais moi, j'aime bien la Fondation Taylor. Et toujours, vous avez la Fondation du Buffet, tu peux rappeler l'adresse La Fondation du Buffet, non, j'ai plus l'adresse, c'est rue, j'ai plus l'adresse de tête. Ouais, la Fondation du Buffet, enfin, vous pouvez trouver ça à Paris en tout cas. C'est au fond d'une cour, hein, magnifique. Voilà, c'est pas évident, il faut bien repérer l'adresse avec la plaque en cuivre sur la façade extérieure du bâtiment. Ouais. La Fondation du Buffet. Ouais, c'est rue de Sèvres, 137 rue de Sèvres, et c'est ouvert que l'après-midi de 14h à 18h. Ou sur rendez-vous. Oui, ou sur rendez-vous. Ouais. Il y a la galerie Kaléidoscope aussi qui va faire une samedi 27 mai, c'est à partir de 11h, c'est Antonio Recalcati, un artiste qu'apprécie particulièrement Marie Degnaud, donc qui travaille en 1960 et dans les décennies qui suivent. Voilà, il faut aller découvrir son travail, c'est un travail pas forcément facile, mais Marie Degnaud, qui est vraiment spécialiste de ce peintre-là, pourra vous en parler. Comment ça s'appelle déjà ? La galerie Kaléidoscope. Non, mais l'artiste. Antonio Recalcati. Ah, oui, Voilà. Qui est décédé il y a pas longtemps, je crois, elle était à l'automne dernier, ou voilà, il y a très peu de temps, quoi. Donc c'est à découvrir, et puis c'est l'occasion de découvrir Marie Degnaud aussi, qui. Je ne suis pas fan de Recalcati. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans corbette, qui émet depuis un garni tout péri et diffuse sur internet aracaille.fr. Et on salue nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, toujours pas de nouvelles. Ou alors vous faites quoi, Claude et William? Moi je m'inquiète pour vous, je vais vous écrire, vous téléphoner. Hein. Oui, téléphone, casse-leur un peu les pieds. Savoir si le déménagement est terminé. Oui, quand avant même. si vous n'êtes pas fait tabasser en manif. Ou qu'ils soient barrés en vacances. Jean-Paul Souvraz, notre peintre fétiche, un grand maître de Schnorr, de coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, on vient de vous en parler, hein, c'est la pote à mathématiques et tout. Corinne, une tapissière de génie. Frédéric et Popeye, deux potes à Corinne, qui sont des artistes aussi. Juliette Planck, vous en a parlé, c'est une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui fait un boulot qu'on adore. Moi, j'ai une petite gravure d'elle, que j'ai achetée il y a longtemps, dans une petite galerie qui n'existe peut-être même plus. Clément, le Van Gogh de la gravure, de la taille d'épargne, hein,
toujours aussi actif, surtout sur Facebook. Agnès Dubart, une graveuse aussi superbe, qui est en relégation en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur belge de génie, qu'on a découvert dans une exposition, c'était à Saint-Maur, je crois. Alice Amoroso, on vient de vous en parler, et Raoul Filoula. Marie-Christine Béguet, alors elle aussi, la Béguet, là, elle pourrait quand même donner un signe de vie. On ne sait même pas si elle est revenue d'Islande, là, si elle s'est ramenée avec un phoque ou un pingouin. Hein. Colette et Jacqueline, oui, Colette et Jacqueline, deux femmes d'artistes, hélas, les artistes aujourd'hui décédés, mais Colette s'occupe toujours d'une manière assez, comment dirais-je, acharnée, voilà, elle décroche pas, elle est impressionnante. Elle s'occupe de l'œuvre de son défunt elle est vraiment impressionnante. compagnon. Ouais. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, qui signent Claude Isner. Et d'ailleurs, le dernier Claude Isner vient de sortir le 17 mai, donc ça y est, il est en librairie. C'est le 5e volume. C'est quoi le titre? Alors le dernier titre, c'est, je crois, La mort du Minotaure. La mort du Minotaure. Oui, on vous le recommande parce que c'est vraiment bien écrit, quoi. Elles sont pas seulement écrivaines, mais elles sont aussi des nanas qui en ont dans le chou, quoi. Voilà. Ouais, puis ce qui est difficile pour notre copine Lolo, c'est qu'elle a terminé quand même ce livre toute seule depuis le décès de sa sœur, donc voilà, c'est quand même difficile. Ouais. On pense toujours bien fort à elle deux. D'accord, tout à fait, je souscris. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste peintre de Bourg-en-Marle, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, une ancienne de la Fondation du Buffet. Et tout ça, ça se passe à Bourg-en-Marle, un haut lieu de la peinture aussi impressionniste, naturiste, naturaliste, pardon. Non, mais j'ai des fois des obsessions. Fatigué le ho-ho. Dominique Paula-Dardouin, une galériste qu'on aimait, qu'on adore, quoi, et dont on chérit souvenir, puisque évidemment elle a quitté cette terre de misère, ainsi que sa maman, Thérèse Franco. Marie-Pierre, une collectionneuse émérite, qu'on aime beaucoup, qui veut bientôt se tirer d'ici pour aller s'enterrer à Clermont-Ferrand. Il y a des gens qui ont des idées un petit peu qui partent à la godille. Marie Degnaud, de la galerie Kaléidoscope, dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Antoine Monory des Champignons, un trio musical qui déménage. Ouais, Antoine, d'ailleurs, s'il y a des nouvelles dates, j'aimerais bien qu'on allait t'écouter. Ouais, mais il nous écoute même pas. Mais s'il nous écoute. Anna Sinoracka, une peintre polonaise, une pote à ma camarade Pachucho, qui habite dans le même immeuble. Mais alors, une peintre qui déménage. Croyez-moi, ce qu'elle fait, c'est pas la rue de Saint-Sonnet. Karine Breccia, une grande décoratrice d'intérieur. Si vous avez un intérieur à refaire, prenez contact avec elle par notre intermédiaire. Et croyez-moi, vous ne perdrez pas votre pognon. Et mon pote Jacques, du chemin, salut Jaco, Loulet, un peintre aussi magnifique qu'on nous avons découvert en place des Vosges dans la galerie Cascades Escalais. Ah oui, Estades. Et d'ailleurs, Thierry Loulet entretient vraiment un lien. Il a vraiment aimé ce qu'on a dit sur lui. Je crois qu'il en a encore très touché. Bon, tant mieux, et tous ceux qui n'y sont pas, parce qu'on ne peut pas quand même faire non plus du monde, Minus, du monde. Et l'émission est à l'écoute sur notre blog aracay.fr. Et on se finit avec Mélismel, notre chérie, faut vivre. Ouais, salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut
faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.